Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce 13h. Sport, football, CAN 2021 en prévision de son premier match de la phase de poule face à la Sierra Leone. La sélection algérienne est arrivée il y a un peu plus d'une demi-heure au stade de Japoma de Douala. Théâtre de cette empoignade, on ira du côté de Douala où nous attend notre envoyé spécial Faisal Saleh. Situation très compliquée au Mali. Après les sanctions infligées par la CEDEAO, le Sénégal a décidé de les appliquer. La Guinée, elle aussi, dans le viseur de la CEDEAO, maintient ses frontières ouvertes conformément à sa volonté panafricaniste. Après un début d'année des plus violents au Kazakhstan, les troupes conduites par Moscou et déployées dans le pays commenceront à quitter la région dans 2 jours, une opération qualifiée de réussie par le président kazakh. Et les Nations Unies ont demandé un montant record de 5 milliards de dollars pour financer l'aide à l'Afghanistan cette année et assurer un avenir à un pays menacé par une catastrophe humanitaire. Et une fois n'est pas coutume, nous entamons cette édition par du sport et l'entrée en lice de l'équipe nationale algérienne face au Sierra Leone cet après-midi à 14h en match de la première journée du groupe E. Les hommes de Djemal Belmadi sont déjà arrivés au stade de Japoma à Douala où se jouera cette rencontre. Et pour en parler, nous retrouvons en direct de Douala notre envoyé spécial Faisal Saleh qui a fait le déplacement lui aussi de Yaoundé où s'est déroulé le match d'inauguration de cette CAN. Bonjour Faisal. Bonjour Riyad, bonjour tous les téléspectateurs de Al24 News. Aujourd'hui, on est devant le stade Japoma Stadium où l'Algérie va disputer son premier match. Très bien. Faisal, j'imagine que l'ambiance est particulière au stade aujourd'hui. L'ambiance est particulière. En fait, il y a beaucoup de chaleur. La chaleur, elle est élevée ici à Douala par rapport à Yaoundé. On trouve aujourd'hui l'équipe nationale qui arrive une demi-heure, on va dire 1h30 avant le coup d'envoi du match. Les protégés de Djemal Belmadi seront privés de quelques cadres du milieu de terrain, à l'image de Smaïl Benasser et aussi Ramiz Zalouri. On parle beaucoup de la titularisation de Sofiane Bendebka. Je crois que c'est un premier match pour l'Algérie. Il est important de bien débuter la compétition. On est les tenants de titre. Tout le monde nous attend, on va dire. Il y a beaucoup d'équipes qui vont surveiller, regarder l'Algérie aujourd'hui, comment l'Algérie va jouer sans quelques cadres aussi de milieu de terrain, parce qu'il faut savoir qu'avec la Covid-19, beaucoup d'équipes elles étaient privées de leurs joueurs, et c'est une compétition, on va dire, pas comme les autres, elle est particulière, donc il faut savoir gérer le groupe, il faut travailler. Oui. Vous avez parlé des conditions, justement. Quelles sont les conditions pour cette rencontre par rapport déjà au climat, mais aussi à l'état du terrain? L'état du terrain, j'étais à la pelouse ce matin, on va dire. La pelouse, elle est bien, elle est passable. Il faut attendre parce que c'est le premier match du groupe E, il faut attendre le premier match et voir comment la pelouse va répondre, parce que le stade, on va dire, il est, rénové, il est presque nouveau parce qu'elle était faite pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le premier match dans ce stade pour le groupe E. C'est l'Algérie qui va ouvrir les matchs ici à Douala dans le Japoma Stadium qui a une capacité de 50 000 spectateurs. Donc il faut voir le premier match et après on vous dira si la pelouse est bien, sinon on va commenter cette pelouse. Très bien, Faisal. Nous reviendrons à vous très certainement avant la fin de cette édition pour tenter d'avoir la composition des deux équipes. Merci Faisal pour toutes ces précisions. Je rappelle
que vous étiez notre envoyé spécial au Cameroun. Vous êtes notre envoyé spécial au Cameroun pour cette CAN 2021. On rappelle que la seconde rencontre de ce groupe opposera ce soir à 20h la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. Dans le groupe D, à 17h, une rencontre explosive, celle qui opposera le Nigeria à l'Égypte. En clôture de ce groupe à 20h, le Soudan affronte la Guinée-Bissau. Et puis, le match est donc prévu à 14h. Les Algériens de tout cœur avec leur sélection nationale. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a lui aussi renouvelé lundi lors d'une communication téléphonique avec le président de la Fédération algérienne de football son appui et ses encouragements à la sélection nationale. Dans un tout autre chapitre, à présent, celui de la santé, l'Algérie a enregistré 482 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 325 guérisons et 10 décès ces dernières 24 heures, a indiqué lundi le ministère de la Santé dans un communiqué. Et l'Italie qui accentue la pression sur les personnes non vaccinées lors d'une conférence de presse lundi soir, au moment où le pays a enregistré plus de 100 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Le Premier ministre italien Mario Draghi a déclaré que pour pouvoir fréquenter restaurants, hôtels, salles de sport ainsi que bus, trains, avions et navires, un pass vaccinal prouvant la vaccination ou un récent rétablissement du Covid-19 est nécessaire depuis lundi et ce jusqu'au 31 mars. Et le spectre du voyage à vide plane une nouvelle fois sur les compagnies aériennes avec la poussée du variant Omicron. La question des vols inutiles ressurgit en Europe alors que le nombre de voyageurs baisse sensiblement. Ainsi, le 23 décembre 2021, le PDG du groupe Lufthansa, Carsten Spohr, a averti que sa compagnie allait être obligée de faire voler 18 000 de ses avions à vide pour conserver ses droits de décollage et d'atterrissage en Europe. Et avec la propagation fulgurante du nouveau variant Omicron, la question de l'immunité collective fait de nouveau son apparition. Promise depuis le début de la pandémie, mais jamais atteinte. Sera-t-il le cas cette fois-ci? Élément de réponse avec Neila Tahmoud. L'immunité collective, c'est l'objectif ultime de la stratégie vaccinale dans le monde. La clé de voûte de la gestion de la crise sanitaire. Le retour à la vie normale était conditionné à cette immunité collective, sauf que les variants, notamment le variant Omicron, viennent compliquer les choses, à commencer par la population vaccinée ou guérie. Selon les scientifiques, il faudrait que 90% de plus de 12 ans soient vaccinés ou soient protégés parce qu'ils ont été infectés. Mais même en atteignant ces 90%, il se pourrait que l'immunité collective soit impossible à atteindre. Mais certains immunologues assurent que, contrairement à ce qu'on entend, Omicron ne nous donnera pas l'immunité collective, car ce variant infecte toujours les personnes vaccinées. Une étude publiée récemment semble démontrer que les personnes vaccinées infectées par le virus ont une charge virale similaire aux non-vaccinés. Les vaccinés pourront être des sources de transmission de la maladie, ce qui affaiblit considérablement la stratégie de l'immunité de groupe par la vaccination massive. D'un autre côté, les appels à la prudence et à des analyses complémentaires sont lancés. Une autre étude indique que les personnes vaccinées ont 2 à 3 fois moins de chances d'être testées positives que les autres. Les autorités sanitaires à travers le monde ont pris des mesures drastiques pour atteindre au plus vite l'immunité collective. Des mesures qui restent tout de même contestées à l'image du pass sanitaire, pomme de discorde au sein des différentes populations. Retour en Afrique, au Soudan, l'émissaire de l'ONU pour le Soudan a tenté de convaincre lundi lors de sa conférence de presse. Il a ainsi espéré trouver une issue à la crise aiguë que vit le pays depuis des mois. Pour Volker Perthes, il s'agira dans un premier temps de discussions indirectes entre l'ONU et tous les acteurs clés, qu'ils soient militaires, partis politiques ou encore société civile. Une initiative accueillie sans grand enthousiasme à Khartoum. Mohamed Amin Abarkan. Au cours de sa conférence de presse, l'émissaire des Nations Unies pour le Soudan, Volker Perthes, a tenté de convaincre.
L'envoyé de l'ONU a affirmé que son organisation ne viendra ni avec un projet, ni un plan, ni une vision pour une solution. Il s'agit de problématiques soudanaises sur lesquelles les Soudanais doivent se mettre d'accord. Le temps est venu de mettre fin à la violence et d'entamer un processus consultatif global pour résoudre la crise. C'est pourquoi nous avons lancé une mission internationale. Nous avons invité les acteurs politiques, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, y compris les partis politiques de la société civile, les groupes de résistance à participer aux consultations initiales. Je peux aussi dire que les militaires ne sont pas opposés à notre initiative et c'est très important. Volker Perthes aurait demandé aux participants de définir les priorités qui devraient être négociées. Une fois qu'un accord émergera sur un certain nombre de questions, ils inviteront les parties à passer à une nouvelle phase qui pourrait être la table ronde proposée précédemment par l'ancien Premier ministre démissionnaire Abdallah Hamdouk. Comme nous vous le disions en titre, situation très compliquée au Mali après les sanctions infligées par la CEDEAO. Le Sénégal a décidé d'appliquer les sanctions, une décision pourtant qui ne joue pas en faveur de ce pays qui entretient des relations commerciales très importantes avec le Mali, ce dernier étant son premier client commercial. Face à cette situation, seule solution pour le Mali, la Mauritanie qui ne fait pas partie de la CEDEAO. Hier, le président mauritanien s'est entretenu au téléphone avec Goodluck Jonathan, ancien président nigérian et médiateur de la CEDEAO pour la crise malienne. Et côté guinéen, cette fois-ci, Conakry, dont la junte est elle aussi dans le collimateur de la CEDEAO, maintient ses frontières ouvertes avec ses pays frères, conformément à sa volonté panafricaniste. C'est ce qu'a annoncé lundi soir le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, dans un communiqué officiel de la présidence guinéenne. Et les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali ont été qualifiées de très dures. Le Mali n'a pas tardé à réagir. Il a rappelé ses ambassadeurs et fermé ses frontières. Tininan Makassi. Elles étaient attendues, elles sont tombées, venant confirmer la crainte de beaucoup de Maliens. Les sanctions de la CEDEAO sont un coup de massue pour le Mali. Ce pays déjà en proie aux interventions étrangères, aux attaques terroristes, mais aussi à la Covid-19. C'est une sanction illégale et illégitime prise par la CEDEAO. Comment peut-on comprendre que dans un pays comme le Mali, soumis depuis 2012 au terrorisme imposé par la France et ses alliés, comment comprendre que le Mali, sous Covid depuis 2019, prendre une telle sanction aussi sévère, illégale et irréfléchie? En effet, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont décidé de geler les avoirs maliens au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, de fermer les frontières avec le Mali et les États membres de l'organisation, mais aussi de suspendre les transactions de Bamako, à l'exception des produits médicaux et des produits de première nécessité, et de rappeler les ambassadeurs des pays membres sur le territoire malien. De son côté, la société civile malienne refuse de céder aux pressions de la CEDEAO et appelle à manifester partout dans le pays. Les chefs d'État qui sont à la solde de la France sachent que nous, Maliens, nous n'accepterons plus jamais une autre forme de colonisation. Ça n'est fini pour la première colonisation. Nous allons donner autant que possible aux autorités de transition de mener à bien cette transition. Aucune injection, aucune intimidation, aucun fanfaronnade ne nous fera reculer d'un iota. Pour rappel, c'est dimanche 9 janvier que s'est tenue en session extraordinaire à Accra, sous la présidence de Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président de l'autorité de la CEDEAO, une rencontre avec les autorités de la transition malienne. Et après avoir riposté aux sanctions de la communauté des États ouest-africains, Assimi Goïta a joué l'apaisement lundi en appelant l'organisation régionale au dialogue et ses compatriotes au calme et à la résilience afin d'apaiser les tensions avec l'organisation régionale.
Et suite aux multiples affaires de justice ces derniers jours en Tunisie, le président de la République, Kais Saïed, a affirmé lundi que ceux qui ont été assignés à résidence sont censés être en prison, faisant état de l'existence de documents qui prouvent leur implication dans de nombreux crimes, notamment la falsification de passeports et l'octroi de documents de voyage à des individus soupçonnés de terrorisme. Je vous propose d'écouter à ce propos le président tunisien. تتبع عدد من الأشخاص وتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية. Des personnes étaient sous surveillance. Elles ont été placées sous résidence surveillée. La logique veut qu'ils soient tous emprisonnés. Mais nous, ce n'est pas de nos prérogatives de les jeter en prison. وهناك الوثائق الموجودة لدى الإدارة التونسية. Ces personnes ont été mises sous résidence surveillée car des documents existants en possession des services de sécurité les inculpent tous comme elles sont dans de différents crimes. Elles sont accusées d'avoir délivré des visas pour les individus fichés S. في إعطاء جوازات السفر لمن وضعوا أو من كانوا موضوعين على لائحات الإرهاب. Et pour clore ce dossier Afrique, retour à Douala au Cameroun pour retrouver notre envoyé spécial Faisal Salah. Apparemment, il a la feuille de ce match et donc la composition des deux équipes. Rebonjour Faisal. Rebonjour évidemment, on a la liste des 11 de Djemal Belmadi, Raïs Ouabamboulhi, le gardien de but, Rabami Ben Sebaini, Issa Mandi, Youssef Attal et Bedran en défense. Brahimi, il rejoue, on va dire, la Coupe d'Afrique des Nations. Sofiane Ferrouli, Belaili, Mahrez Slimani et Ben Qabla. Ça, c'est les 11 joueurs de Djemal Belmadi à l'absence de Smaïl Ben Nasser et aussi Rami Zerouri au milieu de terrain. Donc c'est la liste de Djemal Belmadi avec moi, à nos confrères Maïmon Timothée pour nous parler aussi de ce match Algérie-Sierra Leone. L'Algérie, on va dire, sans les cadres du milieu de terrain et une première au milieu de terrain pour une première Coupe d'Afrique pour le milieu de terrain algérien, Haris Ben Qabla. Alors c'est vrai qu'il y a des cadres qui manquent, mais quand on voit l'équipe qui est mise en place, et là on voit la profondeur de cet effectif algérien parce que c'est impressionnant. Il manque du monde au milieu de terrain et vous avez quand même des joueurs comme Mahrez, Belaili, Brahimi, c'est quand même du très très haut niveau. C'est la preuve que Djemal Belmadi a de la profondeur, qu'il va pouvoir justement gérer cette Coupe d'Afrique des Nations où il y aura des absences dans toutes les équipes à cause du Covid. Quant à Haris Belkebla, pour répondre à votre question, c'est un joueur que j'ai commenté plusieurs fois avec le Stade Brestois cette saison. C'est un joueur très intéressant, il n'est peut-être pas tout à fait au niveau international, mais c'est un joueur qui peut apprendre et qui peut apporter de grandes choses à cette équipe. Et oui, vous entendez, c'est l'équipe de Sierra Leone qui arrive pour le moment pour rentrer à Stade Japoma. Je pense que c'est l'équipe de Sierra Leone. Ou plutôt c'est la délégation logistique de la CAF et la FIFA qui est arrivée en ce moment pour préparer ce début de match entre l'Algérie et Sierra Leone. Revenons à notre confrère Maïmon. Maintenant, on va parler sur Youssef Belaili. Youssef Belaili, son club. Est-ce que Belaili est attendu en France ? Mais Belaili, il est attendu partout. Il est pétri de talent, c'est un joueur exceptionnel. Tout le monde l'a vu, il a crevé l'écran lors de la Coupe arabe. C'est un super joueur de football, donc c'est évidemment quelqu'un qu'on va voir arriver dans les grands championnats, d'autant plus effectivement du fait qu'il soit gratuit. Ça va être une des attractions aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a envie de le voir jouer à ce niveau de compétition, à ce niveau d'exigence, peut-être pas, sans faire offense au Sierra Leone, peut-être pas sur le premier tour, mais en tout cas quand l'Algérie ira un peu plus loin, en huitième, en quart de finale, on a envie de voir comment il répond, comment il s'adapte justement au très très haut niveau. Et je pense que ça va être extrêmement intéressant. En tout cas, j'espère que l'Algérie ira loin parce que je trouve qu'une Coupe d'Afrique des Nations a besoin que le pays hôte aille loin, le Cameroun, et a besoin que le tenant du titre aille loin. Moi, personnellement, j'avais mis l'Algérie dans mes favoris avec le Sénégal. J'avais mis le Cameroun un petit peu en dessous et le Nigeria également. Mais ça va être très intéressant. Et puis évidemment,
Vous le savez, nous en France, l'Algérie, c'est un pays ami, un pays frère. On a beaucoup, une forte communauté algérienne en France. Et évidemment, on souhaite de tout cœur de voir ces belles images de joie comme celles qu'on a vues lors de la Coupe arabe avec les communautés algériennes de France et marocaines de France qui étaient descendues ensemble dans la rue, qui avaient fait une belle fête. Ça s'était très bien passé. Donc on a très envie que ça se passe bien et que les communautés algériennes de France puissent ce soir descendre dans la rue, fêter ça. Fêter la victoire d'Algérie. Inch'Allah, à partir de 14h, le match entre l'Algérie et Sierra Leone. L'Algérie tenant du titre guidée par Djemal Belmadi. Inch'Allah, elle va aller plus loin dans cette Coupe d'Afrique et pourquoi pas remporter cette CAN encore une autre fois. Ici au Cameroun. Salah Faisal, Douala, Djapova Stadium. Merci beaucoup Faisal pour toutes ces précisions. Direction à présent l'Europe pour parler du président du Parlement européen, le social-démocrate italien David Sassoli, qui est décédé dans la nuit de lundi à mardi en Italie à l'âge de 65 ans, qui a fait savoir son porte-parole. David Sassoli est mort à 1h15 du matin au centre de référence d'oncologie d'Aviano en Italie, où il était hospitalisé en raison d'une complication grave due à un dysfonctionnement du système immunitaire. Et toujours pas candidat au présidentiel, le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi depuis Nice, dans le sud du pays, une nouvelle batterie de mesures visant à lutter contre l'insécurité. Parmi ces mesures, le chef de l'État a évoqué l'accroissement du budget de la sécurité de 15 milliards d'euros sur 5 ans dans le cadre d'un projet de loi qui sera présenté au Conseil des ministres en mars. Au sujet du conflit russo-ukrainien, même si les avis n'ont pas changé et que chaque parti campe sur ses positions, il semblerait qu'à l'issue de 8 heures de pourparlers entre Sergueï Ryabkov et Wendy Sherman, la situation se soit apaisée. Les deux camps ont eu des propos plus modérés que la veille et optent pour le suivi des négociations. Sohila Kilal. Des signes d'apaisement sont apparus après 8 heures de négociations entre Wendy Sherman et Sergueï Ryabkov au sujet de la crise ukrainienne. Les deux camps assurent vouloir poursuivre leurs pourparlers en vue d'une désescalade, tout en campant sur leur position et en réitérant leur mise en garde mutuelle. Le côté russe a assuré n'avoir aucune intention d'attaquer l'Ukraine et que les dizaines de milliers de troupes déployées aux frontières étaient une réaction à la présence occidentale dans la région. Nous avons expliqué aux collègues que nous n'avons pas de plan, pas l'intention d'attaquer entre guillemets l'Ukraine. Quant à la revendication russe qui concerne l'arrêt de tout élargissement de l'OTAN et la réduction de la présence militaire occidentale dans la région, Sergueï Ryabkov s'est montré plutôt optimiste. Nous avons l'impression que la partie américaine a pris les propositions russes très au sérieux après les avoir analysées en profondeur. De notre côté, nous avons présenté en détail aux Américains la logique et le contenu de nos propositions en expliquant pourquoi il était absolument impératif d'obtenir les garanties de la non-expansion de l'OTAN. De son côté, Wendy Sherman a expliqué que la partie américaine avait présenté des idées à partir desquelles les deux pays pourraient prendre des mesures réciproques susceptibles d'améliorer la situation sécuritaire, tout en invitant Moscou à engager une désescalade en renvoyant dans leurs casernes les soldats amassés à la frontière ces dernières semaines. Et après un début d'année des plus violents au Kazakhstan, les troupes conduites par Moscou et déployées dans le pays commenceront à quitter la région dans 2 jours. L'opération devant prendre moins de 10 jours, a indiqué le président kazakh. La mission principale des forces de maintien de la paix et de l'organisation du traité de sécurité collective s'est terminée avec succès, a déclaré Kassim-Jomart Tokayev lors d'une réunion officielle. La situation des réfugiés en Europe refait surface en ce début d'année, notamment suite à la reprise de la présidence de l'Union par la France. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'adresse à Paris via une série de recommandations, l'incitant fortement à engager une réforme de l'asile. Riyad Ben Battash. À peine quelques jours après avoir pris la présidence tournante de l'Union européenne, Paris fait face à son premier test.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés demande à la France d'engager des négociations pour une réforme durable de l'asile sur la base du pacte migratoire présenté par Bruxelles. Le HCR a en effet publié une série de recommandations à l'intention de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et à la République tchèque qui prendra le relais en juillet. La réforme de l'asile et des migrations engagée par la Commission européenne en septembre 2020 bute face aux divisions affichées par les 27 pays membres de l'Union. Le HCR invite Bruxelles à renforcer la solidarité mondiale et à accentuer leur soutien aux pays en développement où vivent 90% des réfugiés. Selon l'instance onusienne, la France et la République tchèque doivent s'orienter vers des procédures d'asile équitables et rapides afin de déterminer dans les meilleurs délais qui a besoin d'une protection internationale et qui n'en a pas, dans le respect des garanties juridiques. Peu importe la hauteur des barrières, les personnes désespérées chercheront toujours les moyens de se mettre en sécurité. Gérer les frontières, partager les responsabilités et respecter les droits humains ne sont pas incompatibles. Le HCR soutient que de nombreux incidents de renvoi violents aux frontières de l'Union européenne se sont poursuivis en 2021, ce alors que de nombreux pays de l'Union restent attachés au droit européen et international relatif aux droits de l'homme et à la protection des réfugiés. Selon le rapport du European Asylum Support Office sur la situation en matière d'asile dans l'Union européenne, le pacte sur la migration et l'asile propose une nouvelle approche de la gestion de la migration grâce à des procédures améliorées, plus rapide et plus effective, et en trouvant un équilibre entre un partage équitable des responsabilités et de la solidarité. Et ce scandale au Danemark, le chef du renseignement militaire danois est emprisonné depuis un mois pour des fuites de documents confidentiels, ont révélé ce lundi des médias locaux à l'issue d'une audience au tribunal de Copenhague. Lars Finsen, qui est à la tête du renseignement militaire danois depuis 2015, mais en congé depuis 2020, avait été arrêté début décembre. Il a plaidé non coupable, selon le quotidien de référence Politiken présent à l'audience. Autre scandale, cette fois en Suède, à peine arrivée au pouvoir, la chef du gouvernement Magdalena Andersson est mise en cause pour avoir confié le nettoyage de son domicile privé à une société qui employait une immigrée sans papier. C'est le tabloïd Expressen qui a révélé qu'une femme originaire du Nicaragua en situation irrégulière avait été arrêtée le 21 décembre 2021 au domicile de Andersson dans la banlieue de Nacka où elle était venue faire le ménage. Les deux parents de victimes du Boeing ukrainien abattu à Téhéran portent plainte. Cette plainte émane de Mohsen Assadi Lari, directeur général des affaires internationales auprès du ministère de la Santé. Au moment du drame et de son épouse, le couple a perdu un fils et une fille de 23 et 21 ans. La plainte visait le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Shamkhani, le chef des gardiens de la Révolution, Hossein Salami, et le chef de la branche aérospatiale des gardiens de la Révolution, Amir Ali Hajizadeh. Et l'Iran, justement, il en est question à présent. C'est un vent d'optimisme qui a soufflé hier soir du côté de Vienne où se déroulent les pourparlers sur le nucléaire iranien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a observé de bons progrès sur les 4 dossiers en discussion. Les détails avec Amitouta. Lors d'une conférence de presse à Téhéran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Saïd Khatibzadeh, a indiqué que l'atmosphère optimiste qui règne autour des négociations de Vienne est synonyme d'une volonté actuelle de tous les négociateurs d'arriver vers un accord fiable et stable sur le nucléaire. Lors de ce rendez-vous hebdomadaire, Khatibzadeh est revenu sur une avancée constatée pour ce qui est des 4 dossiers des pourparlers, à savoir la levée des sanctions, la question du nucléaire, ainsi que la vérification et l'obtention de garanties.
tout en précisant qu'il reste d'autres questions à discuter. Une déclaration qui vient en plein milieu des pourparlers entre Téhéran et les Occidentaux autour de l'accord de 2015 dans la capitale autrichienne. Des pourparlers qui avaient commencé timidement au mois de novembre après 5 mois d'interruption et 3 ans après la décision de la Maison-Blanche de se retirer de l'accord sous le mandat de Donald Trump. À l'époque, le bureau ovale estimait que le pacte 2015 était un échec. En conséquence, l'Iran et les États-Unis participent aux négociations d'une façon indirecte à travers la médiation européenne. Et le maire de New York, Eric Adams, a annoncé lundi un bilan provisoire revu à la baisse. 17 personnes tuées, dont 8 enfants, après l'incendie accidentel et spectaculaire dimanche d'un immeuble du quartier populaire du Bronx à New York. De retour sur place lundi, le nouvel édile de la mégapole a indiqué que 9 adultes et 8 enfants avaient perdu la vie en raison d'un feu et de fumée extrêmement épaisse provoqué par un incident avec un chauffage d'appoint dans un appartement duplex. Et la Corée du Nord a lancé un missile balistique présumé vers la mer, a annoncé l'armée sud-coréenne mardi 11 janvier, moins d'une semaine après que Pyongyang a assuré avoir testé un missile hypersonique. Le projectile a été tiré en direction de la mer située à l'est de la péninsule coréenne, peu après 7 heures du matin. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a confirmé qu'un objet qui pourrait être un missile balistique a été lancé par la Corée du Nord. Et les Nations Unies ont demandé un montant record de 5 milliards de dollars pour financer l'aide à l'Afghanistan cette année et assurer un avenir à un pays menacé par une catastrophe humanitaire. C'est seulement une solution d'urgence, mais le fait est que sans ce plan d'aide, il n'y aura pas d'avenir. Pour l'Afghanistan, a asséné Martin Griffiths, le sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires, au cours d'un point de presse à Genève lundi. Retour au pays, en Algérie, pour parler économie. Clôture aujourd'hui du salon des échanges d'investissements et commerciaux algéro-turcs qui s'est déroulé au centre des conventions d'Oran, un événement censé rapprocher les opérateurs économiques et les entreprises des deux pays sur la base de la volonté affichée dernièrement par Alger et Ankara de donner un sérieux coup d'accélérateur au niveau de la coopération économique. Kherdin Batash était sur place. Le partenariat économique entre l'Algérie et la Turquie mis à l'honneur cette fois-ci à partir d'Oran, via le salon d'échanges d'investissements et commerciaux algéro-turcs. Un événement B2B qui a réuni une 50aine d'opérateurs économiques et de sociétés originaires des deux pays pour parler affaires et plus si affinités. L'Algérie est un point focal. Donc les échanges commerciaux grandissants entre l'Algérie et la Turquie nous oblige à être présents. Nous avons commencé par être présents sur Alger, puis Oran, puis Bjaya, puis Skikda, puis Annaba, et on voit que le marché est demandeur. Les échanges commerciaux grandissent, donc notre présence se renforce. Plusieurs secteurs historiques de la coopération économique entre Alger et Ankara, à l'image du textile, de l'industrie ou encore des services, ont été représentés à travers cette manifestation économique, qui se veut une preuve de plus du sérieux de la démarche des deux pays quant à la promotion des échanges commerciaux, mais également des investissements et des exportations. Il y a beaucoup d'opportunités. Actuellement, Arcas voudrait bien se diversifier dans plusieurs secteurs ici en Algérie. Actuellement, on est actif dans le secteur maritime, mais avec l'aide, on va dire, de l'État, on en a parlé à maintes reprises avec les autorités concernées pour diversifier les services et aller sur d'autres secteurs d'activité qui peuvent intéresser et l'Algérie et la Turquie. Le salon vise avant tout à créer de nouvelles brèches sur le marché local, au moment où l'Algérie mise sur la baisse des importations, notamment dans certains secteurs que le partenariat algéro-turc est à même d'en assurer le développement en terre algérienne. Pour l'exportation, comme l'ont suscité et selon les directives Monsieur le Président de la République et les hauts responsables de notre État, donc on s'oriente vers l'Afrique. Donc notre priorité aujourd'hui, c'est de couvrir d'abord le marché algérien et passer à l'exportation en premier lieu pour l'Afrique. Donc nous sommes en plein développement par rapport à cette partie-là.
À noter que les deux pays se sont récemment fixé l'objectif de porter les échanges économiques bilatéraux à un niveau équivalent à 5 milliards de dollars dans un avenir proche. Et un mot sur les cours du pétrole qui viennent de franchir à nouveau la barre des 82 $ le baril en ce qui concerne le Brent de la mer du Nord qui gagne 1,28 $ depuis l'ouverture, soit une hausse de près de 1,60%. Le constat est le même pour le West Texas Intermediate qui se rapproche quant à lui du plafond de 80 $ avec des gains de plus d'1,30 $ à New York. Selon les experts, la stabilisation de la situation au Kazakhstan et une augmentation de la production libyenne confortent un baril de pétrole au prix fort sur les marchés mondiaux. Retour au sport pour parler tennis. Ce mardi après-midi, vers 16h, heure de Melbourne, Novak Djokovic s'est entraîné sur la Rod Laver Arena pendant une séance d'entraînement au lendemain de la réactivation de son visa par un juge fédéral. Le nouveau hic dans cette affaire, Djokovic tient désormais à la véracité des déclarations du Serbe sur son formulaire d'arrivée en Australie. À la question « Avez-vous voyagé ces 14 derniers jours ?», c'est la case « non » qui est cochée. Pourtant, Novak Djokovic, en cours de cette période, a quitté Belgrade et rejoint l'Espagne où il s'est entraîné à Marbella. Culture, les nouveautés et le meilleur du box-office de ce mois de janvier. Un début d'année marqué par des succès, des sorties qui ont apporté une bouffée d'air à l'industrie du cinéma en pleine pandémie. Amira Becha. Le film 355 débute à la 3e place du box-office, qui engendre plus de 4 millions de recettes. Au casting, uniquement des héroïnes à nommer Penelope Cruz, Jessica Chastain et Bang Bang Fan. Je rêvais de me produire avec Shore City depuis que je suis toute petite. À la 2e place, le film Tous en scène, malgré sa mise en dispo en VOD, après 2 semaines seulement de sa sortie aux États-Unis. Il fait un véritable carton. Voici ma fille Portia. Elle veut rencontrer Calloway, elle est fan. Mon assistante est en route pour le rencontrer en ce moment même. Et enfin, la première place du box-office, Spider-Man, premier film de l'ère du Covid à avoir récolté plus d'1 milliard de dollars en Amérique du Nord et à l'international. Le film dépasse Jurassic World et Titanic au niveau du box-office US. Depuis sa sortie, il reste leader pour la 4e semaine consécutive. Salut, Peter. Et nous allons retourner à Douala. Voilà, tout à fait. Donc nous avons, c'est pour vous rappeler en fait le match se déroulera à 14h entre l'Algérie et la Sierra Leone. Et pour en parler, nous avons une déclaration exclusive de Sharafeddine Amara, le président de la Fédération algérienne de football. Il est au micro de Faisal Saleh. بالفعل احنا ما نديروا حتى شيء بدون تفاؤل وبدون ما نصلح. الفريق محضر جاي راهم في التسخين. نظن كل الظروف مهيئه ان شاء الله نديروا مقابله مليحه والمهم انه نفرح هذا الشعب وان شاء الله البدايه تكون بدايه موفقه ان شاء الله. Vous avez vu Samuel Eto'o à Yaoundé. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce que vous avez dit par rapport au J'ai tout dit par rapport à cette entrevue. Je suis allé d'abord le féliciter pour son élection à la tête de la FECAFOOT. J'ai aussi exprimé encore une fois le soutien de l'Algérie, de la Fédération algérienne de football à la Fédération camerounaise de football pour justement l'organisation de cette CAN en son temps et lieu et comme prévu. On a aussi discuté quelques questions qui concernent la coopération entre les deux fédérations et ça a été très bénéfique, très convivial. Eto'o est un ami, je connais depuis quelques temps. Lui, je sais pas aussi, on peut dire que nous sommes dans la fraternité africaine. Et notre position découle justement de notre africanité. L'Algérie étant un pays impliqué, un pays africain, impliqué dans les questions africaines. Et je crois que nous sommes quand même
l'un des pays qui a toujours soutenu je dirais, l'émancipation de l'Afrique. Et là, cette CAN, l'organisation de cette CAN, entre justement dans ce que nous appelons, nous, l'émancipation du football africain. Merci. Bien entendu. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que de venir défendre son titre et gagner encore une autre coupe. Nous avons une bonne génération de footballeurs. لا هذا ما شو يقال هذا حقيقة رئيس الجمهورية اتصل شخصيا وطمأن على الفريق بكله وقدم لنا تشجيعاته وهو مشكور على ذلك وكذلك تسأل على حالة الصحفيين ويعني يطلب منا حتى يعني أنه نساعد الجميع ونساعد هذا الصحفيين وكل الجزائريين إن شاء الله اللي جاوا يشجعونا واللي موجودين هنايا شكرا. Voilà, je rappelle que c'était Sharafdine Amara, président de la Fédération algérienne de football. Il était au micro de Faisal Salah, notre envoyé spécial en direct du Cameroun. Voilà, c'est avec cette information que nous arrivons à terme de ce 13h. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Madame Zenzitouni. Vous retrouverez Fatma Mani pour l'édition de 19h à jeudi.